Salut à tous, c'est Tom qui vous parle et non Pierre, et bienvenue pour un nouveau podcast chez War Thunder, donc le seul podcast français sur la franchise d'OKC. Donc comme vous le voyez, c'est un nouveau présentateur, donc qui n'est ni Pierre ni son sosie Charlélie. Voilà, vous avez quelqu'un de quasiment nouveau à la présentation là-dessus. Et vous verrez, il y a aussi un petit nouveau, une tête que vous allez découvrir sur ce podcast, que vous découvrirez en visuel sur YouTube évidemment, mais vous découvrirez aussi sur toutes les plateformes d'écoute, pardon. On va commencer à parler des attentes suite à ce All-Star Break sur la fin de saison, les 25 matchs à peu près qui va nous rester et les points qu'on va surveiller d'ici à mi-avril et les playoffs qui vont finalement arriver vite. Je vais présenter donc les deux personnes qui sont avec moi. Donc Amaury qui est le rookie le plus actif de l'histoire de la NBA. Il va jouer 82 matchs cette année. Il n'y a pas d'histoire de blessure. Comment tu vas, Amaury? Bah, ça va super. Rookie, ouais, je fais pas mal de live tweet en plus en ce moment, mais ça fait une semaine qu'on n'a pas eu de NBA. Donc, moi, je me suis branché rookie en ce moment, enfin, prospect plutôt. Et j'aurai pas mal de NCAA, et notamment mon petit chouchou, je l'ai pas répété, mais Kingston Flemings. Et si vous voulez aller voir, il a fait un super match contre Iowa State lundi soir, dans un des plus beaux matchs de la saison en NCAA. Mais voilà, très content d'être avec vous et puis d'être avec un nouveau présentateur. C'est plus moi le petit nouveau maintenant. C'est ça, nouveau présentateur et nouvelle tête aussi, où voilà, vous allez le découvrir. Si vous êtes sur le Discord communautaire, dont vous retrouvez le lien évidemment en description, le nouveau Discord de fans français de la franchise OKC, c'est lui qui le gère et du coup il va intervenir pour la première fois dans un podcast. Louis, comment tu vas? Bah, ça va super, merci pour l'invitation là pour ce podcast. Parce que ouais, pareil, on a pu un peu se reposer là pendant le All-Star Game, mais bon, on va reprendre les choses sérieuses. T'as hâte? Première intervention, pas de stress, T'inquiète. impeccable. Et Ouais, comme ouais. dit, du coup, bah, on va parler de voilà, avec cette petite pause de une semaine, 10 jours, où on a vu des très beaux concours de dunk, très beaux concours à 3 points, voilà. Un bon All-Star Game, par contre, pour une fois. Ça se l'est bien donné. Victor Wembanyama a assumé, a assumé ses propos. Mais après cette petite pause où on commence à se gratter parce qu'il manque des matchs, il y a le retour de la NBA qui arrive ce week-end. Là, pour OKC, ça va être samedi à 2 heures, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, que, C'est que ça. le Thunder reprend sa marche en avant pour essayer d'aller chercher le back-to-back au final. Et du coup, on a donc ces 2 mois avant la fin de saison régulière, à peine 2 mois, et avant du coup les playoffs, parce qu'on se doute bien qu'OKC va jouer les playoffs cette année, ça devrait aller. Et donc pendant cette période de 2 mois, on a pas mal de points qu'on souhaitait aborder et qu'on va surveiller et dont on va discuter du coup dans ce podcast. Amaury, je vais te lancer, je vais pas lancer Louis directement au feu. Quel est le premier point sur lequel tu voulais intervenir et que tu voulais aborder? Bah, la défense, parce que on en a beaucoup parlé, notamment lors de mon premier podcast. C'était sur est-ce qu'on va avoir le record des Warriors, est-ce qu'on est capable de faire le fameux 73-9 qui est aujourd'hui très très loin, puisqu'on a déjà 14 défaites. Mais on en parlait d'une défense all-time, une des meilleures défenses de l'histoire. Et en fait, ces derniers temps, on a beaucoup aussi parlé de l'attaque récemment, mais la défense aussi, elle a un peu plus de mal parce qu'il manque des éléments, forcément. Bah, il a manqué Hartenstein pendant pas mal de temps. Bon, parce qu'en protection de cercle, Chet, c'est bien, mais on a vu quand même que la double line-up Chet Hartenstein marche très très bien défensivement. Et donc, sur la dizaine de derniers matchs, on est à 112 de defensive rating, comparé aux 105 qu'on avait en début de saison. Donc, on a quand même un gap de 7 points par match. On est une défense average, alors que c'est quand même l'arme numéro 1 du Thunder sur les 2-3 dernières années. Et en fait, on peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est juste simplement le manque de corps, c'est-à-dire l'absence de Shea, par exemple, sur le dernier stretch, l'absence répétée de certains des quelques loups d'or qui ont raté 2-3 matchs par-ci par-là, de AJ Mitchell, qui malgré tout est pas un si mauvais défenseur, Caruso, qui a aussi raté pas mal de matchs. Et il faut voir aussi si sur cette fin de saison, est-ce que cette défense, elle est capable et pourquoi cette défense, elle est moins bonne ces derniers temps. Louis, si qu'est-ce que tu as à dire sur cette défense du Thunder? Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec Maurice. C'est vrai que sur le dernier stretch de match, on voit que la défense est finalement un peu moins efficace que sur l'entièreté de la saison. Et même si on parle de la saison dernière, bah, c'est sûr que c'est un peu moins bien. Moi, j'avais repéré, notamment visuellement, mais c'est vrai que ça se confirme aussi avec les statistiques, les points marqués sur perte de balle adverse,
qui a été vraiment l'identité de cette équipe championne. Finalement, si on regarde sur les 15 derniers matchs, on a quand même une baisse de ses points marqués. On est à peu près à, je crois, 17 points, alors que sur l'entièreté de la saison, on est à 23 points marqués sur les turnovers adverses. Donc après, ouais, ça peut s'expliquer notamment par les absences. Je pense qu'il y a eu pas mal de modifications avec les différentes blessures qu'on a eues. Il y a eu des changements de line-up et tout. Voilà, Mark Daniels a essayé de faire avec ce qu'il avait. Je pense qu'aussi, comme l'année dernière, déjà, il y avait un petit creux défensif un peu avant le All-Star break, avant de quand même bien revenir sur la fin de saison. Donc ça va être intéressant de regarder ça. Et en plus de ça, moi, ce que je vais bien regarder, c'est qu'on va quand même affronter plusieurs fois des équipes qui sont dans le top 10 attaque. Il y a Nuggets, Celtics, Pistons. Donc ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va pouvoir régénérer des pertes de balles comme le Thunder, en fait, on a l'habitude. C'est vrai qu'on a moins cette impression de défense qui est le moteur de l'attaque, quoi. T'as beaucoup de transitions normalement, t'as une défense très énergivore, et je pense qu'aussi c'est pour ça qu'il y a un creux souvent dans les milieux de saison, c'est que c'est la partie où tu es plus en gestion d'effectifs, et où oui, ta défense qui est très dynamique, qui prend beaucoup d'énergie, tu peux pas la tenir sur 82 matchs de régulière plus potentiellement 20 matchs ou plus de playoffs si tu atteins tes objectifs au final. Donc ouais, là, c'est vrai que je vous rejoins là-dessus. Je te rejoins notamment, Louis, là-dessus, sur est-ce qu'OKC va renclencher la seconde défensivement et va remettre de l'intensité comme on est habitué à les voir. Parce que c'est vrai que du coup, si OKC a perdu pas mal de matchs, on va dire, après les 25 premiers matchs où le Thunder est parti en boulet de canon, c'est aussi parce que ouais, ta défense, elle reste très bonne, mais elle est moins élite là-dessus, tu imposes moins ton rythme défensif aux adversaires. Donc c'est vrai que là pour le coup, c'est peut-être le point principal. Le succès d'OKC est passé par là l'an dernier, donc c'est forcément important de voir le Thunder reprendre ces habitudes-là, entre guillemets. Ouais, et puis je trouve que Ouais, tout à fait. les joueurs qui sont très forts défensivement cette année, c'est des joueurs qui sont un peu plus en difficulté en attaque. C'est les Caruso, les Lugensdort, notamment. C'est deux joueurs qui sont ultra primordiaux défensivement et qui, je trouve, sur ce dernier mois, on va dire, ont quand même eu plus de mal en attaque et donc forcément vont avoir moins de minutes, vont être moins impactants défensivement. Quand à côté, déjà, tu as des manques de AJ Mitchell, encore une fois, qui n'a pas joué depuis 2 mois, forcément, ça impacte ton niveau défensif. Et au-delà de ça, on parle de la défense qui est un moteur de l'attaque. En vrai, l'attaque est aussi un moteur de la défense. Donc c'est un peu je sais pas le terme, mais en gros, ça se renvoie les deux. C'est que vu que tu attaques vraiment moins bien en ce moment, en fait, tu encaisses beaucoup de points sur transition. Tu as peu de défense, tu prends les matchs vont beaucoup plus vite en fait d'OKC, alors qu'on est quand même une équipe qui aimait bien pas poser le rythme. On n'est pas une équipe qui joue tant de transition que ça, et on en encaisse énormément en ce moment parce que notre attaque, c'est beaucoup de 3 points longs avec des rebonds défensifs et contre-attaque directe, quoi. Du coup, ouais, même au vu du calendrier, on va affronter finalement des équipes qui perdent peu de ballons. Les Nuggets, les Celtics, c'est des équipes assez propres, donc ça va être intéressant en fait de voir sur ces match-up-là comment OKC va essayer de remonter son niveau défensif, en fait, remettre de l'énergie et essayer en fait de générer des points, on va dire, plus faciles. Ouais, carrément, et comme tu l'as dit, on a un calendrier qui est intéressant à ce niveau-là. Tu as pas mal d'affrontements qui peuvent être intéressants face à des bonnes attaques, comme tu l'as dit, et puis même dans les matchs de reprise, si on prend les prochains matchs, bon, tu as les Nets pour reprendre, mais après, Cavaliers, Raptors, Pistons, Nuggets, ouais, tu as de quoi faire, quoi, en termes d'adversité là-dessus, et puis sur du fin février, normalement, c'est des équipes qui seront au complet si elles peuvent être au complet, donc ouais, c'est des bons tests. C'est des bons tests pour voir si ta défense peut être au point face à des équipes qui développent du bon jeu offensif et qui performent cette année. Donc ouais, on va vite être mis dans le bain, quoi. Sur le volet défensif, vous aviez d'autres éléments à surveiller là-dessus, potentiellement peut-être le retour du 5 ou du 5 classique. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va surveiller spécialement, en sachant que ce 5 majeur habituel, donc Shai, Dort, J-Dub, Chet, Hartenstein, en gros, le 5 majeur avec lequel tu avais débuté l'an dernier pendant tes matchs de playoff,
Est-ce qu'ils seront aptes, est-ce qu'ils seront aptes dès la reprise? C'est une vraie question, quoi, parce qu'entre l'ischio de J-Dub qui fait des siennes et Hartenstein où un coup il est là, un coup il est pas là, et puis même Shea qui a ses abdos, donc on sait pas trop comment c'est. À voir si on aura ce 5 majeur là, mais est-ce que c'est un 5 majeur je sais pas, Amaury, est-ce que c'est un 5 majeur qui peut rehausser ton niveau défensif rien qu'en ayant ces 5 mecs là sur le terrain en même temps, sans même parler après des rotations que tu peux mettre en place? Bah, ça c'est sûr. Déjà défensivement, le rebond, c'est quand même la fin de ta défense. Et on sait que la line-up Chet Hartenstein, elle est quand même à plus 7% de rebond par rapport à la moyenne de l'équipe quand elle est sur le terrain E2. Ce qui est quand même conséquent pour une équipe qui est en énorme difficulté au rebond dès que les deux, enfin plutôt Hartenstein n'est pas là, puisque Chet est toujours là, donc on ne peut pas savoir quand il n'est pas là. Mais en tout cas, dès qu'Hartenstein n'est pas là, on est en énorme difficulté au rebond défensif. Donc forcément, déjà, rien que l'alliage des deux, malgré la présence d'Hartenstein sur ces 6-7 derniers matchs où on n'a pas forcément été bon rebond, mais en même temps, c'était un des matchs de retour pour lui. Là, il va avoir une semaine pour se remettre en jambes, pour bien revenir et tout. En plus, il a raté Milwaukee. Est-ce qu'on va être capable de rehausser ce niveau de rebond, mais tout simplement, le 5 majeur, on sait que c'est quand même un 5 qui est très grand. Même l'absence ou la non-présence de Jalen Williams sur le poste 3, c'est un grand ailier qui est pas forcément un bon rebondeur pour sa taille, mais avoir un Jalen Williams en ailier, c'est avoir un bon rebondeur au poste 3 avec Lou Dort Téché, tout simplement. C'est déjà une équipe qui est grande, une équipe qui défend très bien. On l'a vu en playoff l'année dernière. Ce 5-là, il a quand même beaucoup joué, même si Chet Hartenstein n'ont pas tant joué que ça ensemble. C'est 5 joueurs qui étaient dans la rotation de 8-9 de l'équipe, qui était l'une des meilleures défenses de l'histoire. Et enfin, on a vu qu'on était au complet, c'est-à-dire quasiment sans J-Dub en début de saison, cette défense-là, elle était all-time. Donc je ne peux pas croire qu'en 2 mois, ces joueurs-là aient vieilli déjà de 3 ans et ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus mettre l'intensité nécessaire. Peut-être que justement l'absence des joueurs, on en a beaucoup parlé, et de l'intensité qu'on pouvait mettre, forcément quand tu joues plus, quand tu joues 30 minutes et que tu as moins de repos parce que tu n'as pas un effectif de 12 joueurs, tu peux mettre un peu moins d'intensité par minute jouée, mais ça veut dire que quand on va être sur le terrain et que on croise les doigts, à peu près tout le monde soit rétabli, ce qui ne sera pas forcément le cas, mais on va récupérer au moins, je ne peux pas imaginer que parmi Shea, J-Dub et Jay Mitchell, on ne récupère pas au moins un, voire deux des trois dès le retour du All-Star Break. Et bien, on ne puisse pas mettre cette intensité défensive nécessaire pour retrouver une défense qui soit élite, j'allais dire, mais ouais, voilà, au moins top 5, quoi. Ouais, tu en as parlé du côté, le 5 majeur va être important pour le côté rebond, parce que c'est vraiment autant on a parlé de l'intensité défensive où tu as eu un coup de down, mais ça, à la limite, après, je sais pas si vous partagez le même avis, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez vite et c'est plus une question de gestion de saison que, une identité défensive qui est en train de se déliter. Autant le rebond, c'est vraiment ultra dépendant de ton starting five pour le coup, et c'est pour ça qu'il va falloir le retrouver. Déjà même aussi pour rebosser les automatismes, parce qu'en soi, ce starting five là, il a pas beaucoup joué ensemble depuis l'arrivée d'Hartenstein. L'an dernier, sur la régulière, Chet Hartenstein, ils étaient ensemble sur post-Star Break, pour le coup. Avant, ils n'ont jamais pu jouer 1 minute ensemble. Ils ont fait une campagne de play-off ensemble où il y a eu des choses intéressantes, mais tu n'as pas pu exploiter pleinement le potentiel de ce 5-là. Et cette année, tu n'as que le stretch où tu perds 3 fois contre les Spurs, où tu as le 5 majeur, ça joue peut-être 5-6 matchs ensemble à tout péter. Et après, sinon, tu as toujours des blessés, quoi. Donc ouais, ça va être important de retrouver ce 5-là, parce que c'est un 5 duquel tu es dépendant pour bien défendre le rebond, en sachant que de ce qu'on a vu de ce 5-là, ça t'empêche pas non plus de mettre en place une défense dynamique, même avec 2 intérieurs, parce que c'est 2 intérieurs qui pour le coup rentrent bien dans le moule de l'équipe. On a vu les progrès de Chet sur la défense au périmètre. On voit qu'Hartenstein, même pour défendre en blitz, par exemple, ou des trucs comme ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire malgré ses mensurations athlétiques qui laisseraient pas paraître ça pour le coup. On a des mecs qui font son rapport taille-poids qui sont beaucoup plus lents et beaucoup moins mobiles que lui. Donc ouais, va falloir le retour de 5 pour bosser tout ça, parce que OKC va miser là-dessus, et on sait que Daigneault en avait déjà parlé l'an dernier sur est-ce qu'il va vraiment tester Chet Hartenstein alors que OKC est en train de rouler sur tout le monde l'an dernier et qu'ils arrivaient que post-Star Break. Il a dit moi je mets les meilleurs joueurs sur le terrain, et les meilleurs joueurs sur le terrain dans le 5 majeur, c'est en mettant Chet Hartenstein. Donc forcément, tu as besoin de développer cette alchimie et développer ce 5 majeur et d'avoir des répétitions pour ces mecs-là. Ouais, tout à fait. En plus, sur le rebond, comme a dit Amaury, c'est vrai que sur le dernier match, pareil, on a eu donc une performance au rebond qui était
pas très bonne. Et du coup, on a laissé beaucoup de points, enfin de seconde chance aux équipes adverses. Et quand on sait qu'il y a quand même des équipes qui se sont spécialisées là-dedans, notamment à l'ouest avec Houston, mais même peut-être Denver qui a aussi de la taille dans son effectif, dans ses rotations. Donc ouais, ça va être un point important à surveiller et ça va demander aussi de l'effort sur chacun des joueurs. C'est vrai, ça, on n'en a pas trop parlé des match-ups qu'on pourra potentiellement avoir en playoff. Mais bon, il y a la blessure d'Adams quand même pour les Houston qui les empêche un peu de faire plus de double big. Mais c'est sûr qu'ils vont en mettre parce que c'est dans les gènes d'Ime Udoka de faire jouer deux intérieurs ensemble et il en parle pas mal en interview. Mais de toute façon, on va jouer des équipes physiques. Minnesota, ce sera des équipes qui vont nous embêter au rebond, qui vont être physiques, qui vont mettre beaucoup d'intensité dans le jeu. T'en as parlé, Denver. Là, ils n'ont pas tout le monde, ils ont un peu les mêmes problématiques que nous, dans le sens où il manque pas mal de joueurs, ils n'arrivent pas à avoir une continuité. Mais mine de rien, ce sera aussi une équipe au complet ou qui est grande. Cam Johnson, Aaron Gordon sur les ailes, c'est assez grand. Bon, Jokic en pivot, j'en parle pas. Voilà, il n'y a que un peu les Lakers, mais bon, les Lakers, on verra où ils en seront dans 2 mois. Mais voilà, ce sera une conférence où, de toute façon, si on n'est pas au complet et si on n'est pas en capacité d'avoir une défense qui soit extrêmement physique et qui domine les attaques adverses, notre défense elle va se faire manger tout simplement en playoff. Puis là, pareil, avec le calendrier qu'on a, on joue 3 fois Denver d'ici la fin de saison. Mm. Bon, il y en a un, c'est l'avant-dernier match de la saison, et Denver est pas comme l'an dernier où il devait cravacher pour être top 6. Ils ont un peu plus de marge là. Donc peut-être que ce Nuggets Thunder sera un peu, ce sera pas ouf et qu'il y aura des mecs au repos. Mais sinon, ouais, t'as pas mal d'affrontements et pas mal de petites previews de playoffs qui peuvent être, qui peuvent être intéressantes là-dessus. Et oui, le retour de ce 5 et le retour globalement de ton roster au complet. Et moi, je vais rebondir là-dessus. C'est un peu la santé et la gestion des corps qui va être importante sur les 2 mois qui arrivent pour avoir tout le monde en forme et pour pouvoir affronter tout type de match-up, notamment ces match-up physiques où, si ça se trouve, Denver, ils vont tenter du Jokic Valanciunas face à nous. Bon, moi, je veux bien, mais peut-être qu'ils peuvent essayer de nous battre au rebond là-dessus. Mais oui, il va falloir gérer les corps et notamment la cascade de blessures que tu as eu cette saison. Il va falloir y remédier. Il va falloir comment les mecs se remettent de tout ça. Donc, parce que je vous fais la liste des blessés. Bon, on a Brandon Carlson et Thomas Sorber. Brandon Carlson, il va revenir, mais c'est pas un joueur qu'on va avoir dans la rotation de playoff. Thomas Sorber, il est out depuis le début de saison, donc ça, il n'y a pas besoin d'en discuter. Mais après, pour les 4 autres, je ne sais pas à quel point vous, de votre côté, vous avez un niveau d'inquiétude par rapport à ça. Moi, j'avoue que selon les blessures, je suis un peu. Il y a certains où je suis un peu sceptique. Autant un Shai, tu sens qu'il a quand même été mis au repos, il rate 5 matchs. Tu te dis, vu la perf qu'il a sorti avant de se blesser, il avait l'air pas trop mal non plus. Donc tu le manages un peu pour qu'il joue quand même ses 70-75 matchs et qu'il puisse prétendre au MVP, mais pas l'user avant les playoffs. Peut-être Hartenstein, tu essayes un peu de le manager aussi, lui faudrait voir, mais tu essayes, je pense, de pas trop tirer sur la corde pour lui. J'avoue que je suis beaucoup plus sceptique pour 2 autres gars, c'est Jay Mitchell et Jalen Williams pour des raisons différentes. Jalen Williams, il y a le côté rechute. Il y a le côté où tu sens que la cuisse queen un peu, donc attention, parce que tu vois, on a mentionné Aaron Gordon, lui pour le coup, il a la cuisse qui queen pas mal, et c'est quelque chose sur lequel je pense Denver, s'il y avait un We Are Nuggets France qui existait, je pense qu'ils aborderaient le point Aaron Gordon et la santé de la cuisse, parce que pour lui, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut surveiller ce genre de blessures-là qui peuvent traîner en longueur. Et Jay Mitchell, moi l'inquiétude, c'est qu'on n'a pas de nouvelles, quoi. Donc Jay Mitchell, la dernière fois qu'il s'est blessé, qu'on n'a pas eu de nouvelles, c'était l'an dernier, il était out pour la saison, quoi, ou quasi. Donc j'espère qu'on va récupérer ces mecs-là, mais ouais, la gestion de la forme physique des mecs pour arriver au complet en playoff avec le roster que tu as, qui est un roster encore plus profond que l'an dernier, ça va être hyper important pour pouvoir aborder tout type de match-up, parce que déjà que l'an dernier, tout le monde avait envie de battre OKC parce que c'était le first seed. Là, cette année, c'est le champion en titre. C'est une équipe qui va être peut-être 3 fois first seed à l'ouest d'affilée. On verra. Mais pour l'instant, tu es premier de l'ouest. Donc, c'est une équipe que tu as envie de faire tomber. Donc voilà, va falloir que tout le monde soit en forme pour affronter tout ça. Ouais, bien sûr. Et en plus, moi, je pense que je suis plus inquiet pour Jay Mitchell que pour J-Dub, dans le sens où J-Dub, au moins, on sait ce qu'il a. Je pense qu'il va pas rester out très longtemps, mais c'est vrai que la rechute peut être
Enfin, on peut s'inquiéter de la rechute, mais de toute façon, ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va contrôler. Alors que Jay Mitchell, moi, je suis inquiet parce que j'ai l'impression que, enfin, ça fait longtemps qu'il est out. On ne nous a pas trop parlé. Enfin, peut-être que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense, sa blessure, dans le sens où bah, c'est quelque chose qui met du temps à se soigner, qui va être gênant, que même s'il revient, est-ce qu'on va pas forcément le faire rusher un peu trop tôt parce qu'on aimerait bien qu'il soit dans la rotation de playoff. On peut pas se permettre de faire comme l'année dernière où il revient, je sais même pas quand, une semaine, 2 semaines avant les playoffs, et où il joue 3 matchs en gros, et donc il est pas prêt pour jouer en playoff. Là, je pense que Marc Daigneault aimerait vraiment avoir Ejah Mitchell dans sa rotation de playoff, au vu de ce qu'il a montré, où encore une fois, on l'a assez répété, il est troisième, voire deuxième créateur de cette équipe quand J-Dub n'est pas là. Donc, c'est des blessures qu'il va falloir gérer. Bah, il y a d'autres joueurs qu'il va falloir gérer. De toute façon, le Caruso, bah, la spéciale, hein. De toute façon, il va jouer bon, allez, sa cinquantaine, soixantaine de matchs là, cette année. Mais il va encore rater voilà, 5-6 matchs. Et c'est pas plus mal. Vaut mieux le reposer et qu'il nous remette 5 fois 20 points en playoff que l'inverse. Pareil, Hartenstein, quid de son Soleus Train qu'il a actuellement et qui lui a fait rater 2 fois des stretches de match. D'ailleurs, il rate toujours les back-to-back, notamment il n'a pas joué à Milwaukee le dernier match. Est-ce qu'il va être aussi à 100% en playoff? Comment chier, pareil, ses abdos? Bon, ça n'avait pas l'air grave, effectivement, mais est-ce que pareil, ça peut pas rechuter? En fait, on a beaucoup plus d'inquiétudes de blessures qu'on pouvait avoir l'année dernière au même moment, où malgré tout, on avait des blessés, on avait des joueurs out, mais c'était plus contrôlé. On avait l'impression que c'était des blessures qui venaient une fois, et derrière, bon, bah, si retourne out, c'est parce qu'on les reposait. Alors que là, on est vraiment contraint, notamment J-Dub qui se blesse après enfin, il fait un carton exceptionnel où le mec il est en feu, il rate rien. Et il se blesse au moment où il rate son premier lay-up, il se blesse à la cuisse. Et ça fait mal parce qu'on commençait à retrouver un peu le J-Dub qu'on cherchait, à retrouver un peu l'alchimie entre J-Dub. On voyait le two-man game avec Chet, avec Hartenstein, et on a tout perdu d'un coup. En fait, il n'y a aucune continuité cette saison. On a eu que des stretches de matchs les uns après les autres, où on a vu plein de choses différentes, super intéressantes, mais on n'a jamais pu voir ces choses en même temps parce que un coup c'est James Mitchell qui est pas là, un coup c'est J-Dub, un coup c'est Hartenstein, un coup c'est Shea. Donc, est-ce qu'on peut enfin pouvoir avoir au moins une dizaine de matchs là, avant les playoffs où on a les mêmes joueurs qui sont là? Je ne demande même pas à avoir tout le monde, juste les mêmes joueurs et des joueurs de la rotation de playoffs. C'est ce qu'on peut et on doit espérer pour prétendre à être champion et favori à l'Ouest. Moi, j'avoue que le cas J-Dub est celui qui m'inquiète le plus, mais parce que enfin, pour moi, personnellement, je pense que le plus important, c'est d'avoir des répétitions, surtout quand on revient de blessure, qu'on a été un peu out sur le début de saison. Et le fait qu'il y ait les rechutes, c'est vrai que ça entrave un peu cette remise en forme. Donc, ouais, j'espère juste qu'il va pouvoir revenir sur un peu avant. Enfin, il va certainement revenir très bientôt, mais c'est vrai que ça peut un peu entraver cette remise en forme avant les playoffs, quoi. Ouais, on espère ne pas avoir trop de problèmes de blessures, sachant qu'on a des mecs qu'on ne soupçonnait pas jouer cette année qui reviennent. Donc, pour le coup, ça serait bien que les joueurs qu'on imagine dans la rotation de playoff puissent eux jouer aussi au basket et qu'on puisse les avoir. Avant de passer à l'attaque, Louis, tu voulais peut-être aborder un point notamment sur la dynamique à mettre en place et la dynamique à apprendre pour avoir déjà un bon seeding. Ce serait bien de Ouais, garder le first seed, mais surtout pour arriver en rythme et pour arriver confiant sur ouais. la première set playoff. Je pense que, on va dire que là, depuis le début de saison, c'était un peu en dents de scie, et parce que sur les 20 derniers matchs, quand même, on en gagne que 12. Et en plus, comme je l'ai dit, on va quand même sur les 26 derniers matchs, on va rencontrer, je crois, à peu près c'est 13 matchs où on joue contre des équipes qui sont top 5 de leur conférence. Donc, bon, le niveau entre l'Ouest et l'Est n'est pas le même, mais ça va être quand même un calendrier assez sérieux. Donc, c'est une bonne chose pour, comme on l'a dit, se mettre en forme. Mais je pense que ouais, on a un peu mis en avant sur le début de saison qu'on a eu un calendrier très facile, et je pense à raison, hein. On a fait un record incroyable. Mais ça va être très intéressant de suivre sur cette dernière partie de saison, sur ce dernier tiers, les dynamiques, voir comment on va s'adapter à différents match-ups. On va affronter 2 fois les Pistons, 3 fois les Nuggets. Donc, je pense que la NBA s'est bien souvenue de l'an dernier, les 2 derniers matchs
Thunder Nuggets qui ont été vraiment incroyables. Donc là, on les affrontera 3 fois. On a aussi Minnesota, donc on a quand même des équipes très sérieuses. Et en plus de ça, contrairement à l'année dernière où on avait déjà pas mal d'avance, notamment même sur notre conférence, là, on est quand même qu'à 3 matchs des Spurs qui est deuxième. Donc, au-delà d'aller chercher le first seed sur toute la ligue, il faut déjà s'affirmer comme first seed à l'Ouest. Ouais, clairement, faut s'affirmer en tant que first seed. On est passé en fait d'une équipe qui a énormément d'avance, qui est tranquille. On avait peut-être 7 matchs faciles sur les Spurs en début de saison, à une équipe qui en a plus que 3 maintenant. Et face à des Spurs qui ont eux aussi un petit matelas sur la troisième place. Mais il y a 3 matchs, Denver était à un match des Spurs. Donc ça va très très vite dans cette conférence Ouest. Et même si, en fait, nous, on n'a plus l'habitude parce que l'année dernière, on avait 10 matchs d'avance. Cette année, pareil, on a eu 16, 6, 7 matchs d'avance. Donc, on regarde même plus le classement, en fait, honnêtement. Et là, va peut-être falloir se repencher un peu sur ce classement et essayer, en fait, oui, OK, on doit maintenir les corps, et cetera, mais est-ce qu'on doit maintenir les corps au point de sacrifier la première place? Ou est-ce qu'on doit quand même, garder, un vrai pool de joueurs pour essayer d'être premier et tout donner pour être premier? C'est un dilemme qu'on va avoir et qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, parce qu'on a pu se permettre de reposer des joueurs et continuer de gagner des matchs. Mais, là, peut-être qu'on a un peu moins de marge. Aussi, c'est vrai, on est champion en titre, les équipes, elles jouent pas pareil face aux Thunder qu'elles peuvent jouer face aux Grizzlies, avec tout le respect que j'ai pour Memphis. Mais voilà, donc à un moment donné, va falloir faire des choix et j'espère qu'on va pouvoir garder en santé les joueurs et en même temps terminer first seed. Moi, je pense sincèrement, je l'ai toujours dit cette saison, on va faire first seed. On a encore 4 victoires et 2 défaites d'avance sur les Spurs qui sont un peu en sur-régime. Les Spurs ont pareil, qui sont sur 8 victoires d'affilée. Ils ont joué 8 équipes qui sont au bottom de la ligue, hein. Enfin, ils n'ont pas joué une vraie équipe sur ces 8 équipes. Donc, il ne faut pas non plus voir les Spurs trop beaux et se voir trop faibles. Mais il faut faire attention, il va falloir gagner des matchs. Et on peut plus se permettre de perdre 2-3 matchs d'affilée comme on l'a fait en janvier. C'est ça qu'il faut se dire. Et ça va aussi peut-être forcer un peu Degnaut à resserrer de temps en temps les rotations. Quand on voit, on voyait même Ousmane Dieng qui jouait en 9-10e joueur, peut-être qu'on va devoir faire jouer 8 joueurs certains soirs quand on a des absents parce que on n'a plus la marge nécessaire. Et on va en parler plus tard, mais peut-être que des joueurs comme Topic qui vient de revenir vont devoir faire les frais de ce classement, quoi. Ah non, pas Topic. Non, mais oui, après, c'est vrai que je sais pas pour vous, est-ce que rater le first seed, mais avoir tout le monde, être sûr que tout le monde est en forme, quitte à les foutre un peu trop au frigo, ou alors prendre quelques risques pour garder le first seed. Moi, j'avoue que je pourrais sacrifier le first seed. Potentiellement, si tu me dis que tu es 2 ou 3e de l'Ouest, mais que tu es sûr d'avoir ton roster au complet en playoff, je me dis pourquoi pas. Mais la dynamique est quand même importante, faut quand même faire gaffe à ça. Parce que mettre tes joueurs au frigo, mais garder la dynamique que tu as actuellement, c'est-à-dire que depuis le 24-1, OKC, c'est pas une mauvaise équipe. OKC est sur un rythme, un bilan positif depuis ce 24-1. Donc c'est quand même une équipe qui fait le boulot. Et si tu prenais ce pourcentage de victoires-là sur une saison complète, c'est une équipe qui serait top 6, je pense. Mais tu serais pas beaucoup plus haut que top 6. Donc ce serait bien de retrouver par exemple une série de 5 matchs, 5 victoires d'OKC par exemple, quitte à ce qu'il y ait des équipes un peu faciles dans le lot forcément. Mais que le Thunder voilà, s'impose et qu'on se dise ouais ok si ils ont repris du poil de la bête, ils ont repris leur domination qu'ils avaient en début de saison, etc. Qu'on retrouve ces séquences-là sur 8-10 jours. En fait, le Thunder, tu te dis qui va les sortir en 7 parce que c'est une équipe beaucoup trop forte. D'autant plus aussi qu'on sait que la dynamique, c'est important. Enfin, les Pacers qu'on a affrontés l'an dernier, la dynamique d'avant-playoff, elle était pas mal du tout. Pour le coup, ils étaient sur une série de victoires et un bilan post-All-Star Break qui était assez énorme. Je sais pas si c'était la meilleure équipe de la ligue, je sais plus, mais ils devaient pas en être loin. Derrière nous. Et ouais, c'est ça, OKC après Indiana. Donc, et puis la finale, ça a été OKC-Indiana. Donc, pour le coup, il n'y a pas de secret. Et au contraire, les équipes qui s'écroulent un peu, et qui arrivent un peu bof en playoff, souvent, ça sort premier tour ou pas loin. Donc, pour le coup, faut faire gaffe à ça, effectivement. Faut garder cette dynamique. Et en plus, oui, effectivement, il y a des affrontements sympas. On joue pas les Spurs et les Rockets d'ici la fin de la saison. C'est dommage. Je suis un peu déçu. Moi. On a joué les Spurs 5 fois, mais on a déjà fait tous les matchs, dont 3 fois en une semaine, quoi. Mais ouais, dans les affrontements contre Denver vont être à surveiller. Et puis après, pour les affrontements de l'Est, c'est des équipes que tu affronterais qu'en finale, donc potentiellement, tu as moins de chances de tomber sur eux. Mais tu vois, du Denver, et je suis en train de regarder, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en fait d'affrontements face à des
des concurrents directs à l'Ouest, les Lakers, peut-être, Ouais. s'ils Lakers, se remettent bien. Bon, Minnesota. j'avoue que je les crains pas trop, Minnesota. mais voilà. Mais potentiellement, et Minnesota, il nous reste des matchs contre eux? Il nous reste Un un seul. match. Ah oui, Ouais. il en reste un, ouais, le 15 mars. Donc ouais, le match contre Minnesota va être pas mal aussi. Mais ouais, non, ça va être important d'avoir cette dynamique. Bon, après, c'est un peu lié aussi, hein, avoir le first seed, avoir une bonne dynamique avec tout le monde en forme, bon, bah voilà, c'est le scénario idéal. Et bon, bah, si Chess pète, on est foutu. Mais bon, dans l'idée, voilà, c'est de conserver une bonne dynamique parce qu'on sait que c'est important pour le coup. Ouais, moi je pense aussi que on l'a vu l'année dernière, on a été champion. Notamment, je pense que le fait d'être premier sur toute la ligue, ben, on va pas se mentir, sur 2 séries face aux Nuggets et face aux Pacers, ça nous a bien aidé, je pense, de faire ce Game 7 à domicile. Donc, je pense que si on a les moyens de terminer premier, ben, il faut y aller, quoi. Donc, après, je comprends tout à fait le discours sur ben, le plus important, c'est aussi d'avoir une équipe, une rotation le plus large possible à 100%, quoi. Ouais, moi je pense que c'est vraiment très important le first seed, notamment sur les playoffs de l'année dernière. On perd 2 matchs à domicile, on perd un game winner de Aaron Gordon et un game winner de Tyrese Haliburton. Donc en fait, on est quasiment intouchable à domicile. Euh, et c'est quand même hyper important parce qu'on l'a vu à l'extérieur. C'est là où on a été en énorme difficulté. C'est là où on se fait arracher à Indiana, on se fait arracher à Minnesota, notamment sur des Game 3. Et les 2 premiers matchs de la série, c'est quand même important pour une équipe qui a besoin de confiance, surtout parce qu'on ne va pas arriver en playoff en 70-12. Donc forcément, si on se retrouve à jouer à l'extérieur des matchs, si on est troisième par exemple, des deuxièmes tours, les 2 premiers matchs à l'extérieur où on est mené 2-0, voilà, c'est important d'avoir tout le monde, mais je pense que c'est quand même très important d'avoir le first seed ou au moins le deuxième seed, mais franchement, même le first seed pour t'assurer une finale de conf à domicile, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et de toute façon, tu vas gérer tes blessures, mais les blessures, tu sais jamais. Tu peux gérer tes blessures et puis te retrouver à péter quelqu'un parce que de toute façon, c'est le basket. Donc autant jouer à fond. Tu reposes les joueurs que tu dois reposer, mais pas à outrance, pas comme on pouvait se permettre de le faire l'année dernière avec Chet notamment. Bah, les derniers matchs de régulière l'an dernier, de toute façon. Et puis oui, Chet a pas joué pas les back-to-back ou quoi, mais ouais, les derniers matchs de saison régulière l'an dernier, c'était le Jalen Williams show, fais-nous des triples-doubles, c'est parti, quoi. Après, si OKC a 3 matchs d'avance, faut pas hésiter. bon, Mais bon, on le fera. c'est vrai qu'il y a moins de marge, et c'est vrai que si on fait le point sur le classement, on est premier à l'Ouest, donc ça c'est cool, mais on n'est plus le meilleur bilan de la ligue. Il y a les Pistons, ils sont devant, ils ont une défaite de moins, donc Pas de beaucoup, ouais. Mais... on sait jamais, hein, s'il y a un Thunder Pistons en finale NBA, ça peut avoir son importance, parce que comme vous l'avez dit, les matchs à l'extérieur d'OKC, bon, le pourcentage à 3 points d'OKC sur les playoffs l'an dernier à l'extérieur, c'était dur. Mais ouais. Puis, autre point important, c'est qu'en étant first seed, tu joues un seed 8. Enfin, ou une équipe qui est sortie 8, donc a perdu un match soit gagné 2 matchs de play-in, mais qui était parti de loin, soit qui a perdu un match de play-in. Donc c'est une équipe plutôt abordable. Je sais que Ja Morant n'est pas de cet avis-là, mais bon, jouer Memphis l'an dernier, même si le match 2, match 3, pardon, ils devaient le gagner normalement, et ils se sont complètement foirés après la blessure de Ja Morant. Et même le match 4, ils ont été plutôt bons, Memphis. Globalement, sur la série, on n'a pas trop stressé. Donc c'est important de s'assurer ça. On part sur le volet offensif. On a pas mal parlé de défense et de seeding. Notamment, Amaury, je crois que tu voulais parler de création offensive. Oui, parce que je crois que le dernier match à Milwaukee était un peu compliqué offensivement, même si un grand merci à Nikola Topic pour sa passe décisive lors de son entrée. Mais on avait beaucoup de joueurs out. Et c'est justement de eux que je veux parler, de ceux qui ne sont pas là, qui n'étaient pas là sur ce match. C'est-à-dire Shai Gilgeous-Alexander, AJ Mitchell et Jalen Williams. Donc nos 3 principaux créateurs cette saison. Déjà, premier point, c'est qu'ils ont très, 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 très peu joué ensemble en fait, puisque J-Dub était absent tout le début de saison et AJ Mitchell s'est rapidement blessé quand J-Dub est revenu. Donc en fait, on a rarement pu voir les 3. Ma première question, c'est en fait comment on va articuler les rotations autour de nos 3 créateurs. Est-ce qu'on veut avoir des minutes de Shai et AJ Mitchell qui sont en fait notre meilleur two-man line-up? Ils sont à plus 21 de net rating quand ils sont sur le terrain ensemble, chez AJ Mitchell par rapport à notre moyenne. Donc c'est vraiment énorme pour les deux. Est-ce qu'on veut privilégier, j'en sais rien, plutôt AJ Mitchell avec J-Dub pour les sécher tout seul avec 4 shooters?
C'est des réponses qu'on n'a pas pu avoir parce qu'on n'a pas pu justement voir les 3 joueurs ensemble. Donc, Denio va devoir adapter ses rotations à ces 3 créateurs. La deuxième chose, c'est on l'a vu, notre attaque, elle est quand même beaucoup moins efficace ces derniers temps, de par leur absence. Est-ce que, le retour des 3 ensemble, ça va fonctionner? Est-ce qu'on par exemple, on va avoir une excellente attaque quand on aura les 3 ensemble sur le terrain? Est-ce qu'ils vont pas trop se manger de ballon, donc on va devoir éviter de les faire jouer ensemble? Est-ce que, c'est notre line-up qui finit les matchs? Parce que finalement, on n'a pas forcément vu beaucoup de matchs serrés où les 3 étaient présents. Donc on ne sait pas si chez Jay Mitchell, J-Dub, par exemple, et Chet Hartenstein ou peu importe qui dans la raquette, ça peut marcher. C'est en fait beaucoup de questions où on est quand même mi-février, on est post-All-Star Break et on n'a quasiment aucune réponse à cela, quand d'autres équipes ont pu faire jouer l'ensemble de leur effectif ensemble déjà. En fait, c'est une attaque où on a énormément d'interrogations et peu de certitudes. Et moi, j'aimerais bien qu'on réponde à ces questions justement après le All-Star Break, notamment via des rotations plus précises, des joueurs, des tendances qui vont se créer J-Dub, ok, début de deuxième quart-temps avec AJ Mitchell. C'est bien parce que AJ Mitchell, il a beaucoup la balle en main et J-Dub, finalement, il a des super cuts. C'est un super joueur balle en main. On l'a vu au Game 5 l'année dernière des finales. C'est quand même un mec qui est très bon en cut, etc. Donc tout ça, c'est des choses on a besoin de réponses sur ça, et on a besoin de certitude avant les playoffs. Et ça va être le travail de Degnault et des joueurs de répondre à ces questions. Ouais, non, mais totalement. De toute façon, l'an dernier, on a vu qu'il y avait des problèmes de création offensive en playoff. Si tu reposais tout sur Shea et J-Dub, et encore, les problèmes se sont un peu résolus quand J-Dub a passé un cap et qu'il s'est mis à faire des top matchs. Et notamment contre Indiana, ça faisait du bien d'avoir du J-Dub performant. Bon, son match évidemment exceptionnel à 40 pions, mais oui, ça faisait du bien. Mais tu reposais quand même tout sur 2 joueurs et tu reposais énormément de ton attaque sur 2 joueurs. Donc avoir AJ Mitchell en plus, ça peut être un sacré luxe, mais oui, il faut réussir à articuler tout ça. D'autant que le peu qu'on a vu, c'était pas facile parce que AJ Mitchell, il devait s'habituer à moins de ballons. Et J-Dub, il devait reprendre du rythme, donc il n'était pas très efficace, à part quand il bourrait au panier, mais sinon, oui, son jump shot n'était pas trop au point. Donc ouais, de toute façon, dans la NBA actuelle, avoir 3 ball handlers, c'est souvent les équipes championnes ont 3 ball handlers. Bon, pas OKC l'an dernier du coup, mais sinon ont 3 mecs porteurs de balles capables de créer de l'attaque de manière efficace ou au moins avec pas mal de volume. Donc pour le coup, oui, ça va être important. Et puis surtout, les 3 ball handlers dont on parle, ils sont blessés pour l'instant, donc on ne sait pas comment ils vont revenir. Sur les matchs où ils n'étaient pas là, on a parlé du match contre les Bucks, c'était très compliqué. Et on a vu des tentatives de Cason Wallace balle en main, on a vu des trucs comme ça, même un peu Caruso, même Jared McCain par exemple, qui arrivait d'ici là et qui avait un peu de création offensive, mais bon, ça restait quand même du dépannage et ça restait compliqué, quoi. Donc, ils étaient ultra dépendants de ton tir extérieur, surtout. Là où, quand tu as les 3 autres, eux, ils peuvent se créer leur panier en allant au cercle, servir les mecs qui coupent, jouer du pick and roll, etc. et varier un peu ce qu'ils font, plutôt que du kick-out et on espère qu'on va shooter à 40%. Donc, ici, il n'est pas trop le genre d'équipe efficace, surtout en playoff. Donc ouais, ça va être hyper important. Et puis, on a déjà parlé dans les podcasts précédents, mais l'éclosion d'AJ Mitchell, c'est peut-être le point le plus important de la saison de KC pour l'instant. Tu espères avoir cet apport-là par rapport à l'an dernier dans ta création offensive en playoff, parce que ça peut faire toute la différence et tu peux toujours avoir en fait 2 ball handlers sur le terrain. Donc bonne chance après aux défenses adverses pour essayer de freiner l'attaque d'OKC, parce que trapper Shea, c'est possible, mais trapper Shea et un autre joueur, tu te retrouves en 3 contre 1, quoi. Donc pour le coup, ça devient plus compliqué. Donc ouais, t'es ultra dépendant du retour de ces mecs-là, et on l'a dit en plus par rapport à l'état de forme. On a des doutes sur les retours de J-Dub et Mitchell, sur leur capacité à être à 100% et en playoff au vu des blessures, pour des raisons différentes, on l'a dit, mais voilà, il y a quand même une question qui se pose là-dessus. Donc oui, c'est un point central des 2 mois qui arrivent. Ouais, tout à fait d'accord. C'est vrai que avoir la possibilité d'avoir 2 de ces 3 joueurs à chaque fois sur un match de playoff, sur le terrain, enfin sur le parquet, tout au long du match, c'est sûr que on n'a pas eu ça l'année dernière. Donc ça va nous faciliter la tâche aussi pour la quête du deuxième titre, quoi. Ouais, et puis voilà, cette attaque-là, c'est une attaque qui a besoin de variation, comme tu l'as dit, Tom. En début de saison,
on n'a pas si bien shooté que ça en fait. Notamment, on shootait pas à 40% 3 points. Pourtant, on gagnait, on était en 24-1. On était à 80, plus de 95% de victoire. Donc, et pourquoi? C'est parce que justement, on avait cette variation apportée par Shea et Jay Mitchell. Et on a perdu toute cette constance-là, toute cette assurance-là, parce qu'on justement, on est retombé dans une caricature du shoot à 3 points ces derniers temps depuis que Shea est tout seul. En gros, c'est soit Shea fait une ISO et puis il arrive à trouver son midrange contesté qui met 60% du temps parce que c'est Shea. Soit on essaie de créer avec les autres, mais t'as pas de réel créateur. J-Dub est revenu, mais J-Dub, il mettait 0 tir, donc les défenses passaient en dessous des écrans, l'empêchait l'accès à la raquette, il provoquait le calcul lancé, mais en fait, t'as jamais de flow continu d'attaque, notamment quand Lugensdorf ne met pas de 3 points, quand Caruso ne met pas de 3 points, quand Isaiah Joe, sauf récemment, ne mettait pas de 3 points, et tu vas vite être bloqué. Alors que si tu as ces 3 joueurs-là, justement, tu peux trouver des drives, avoir plus de cuts, tu peux servir Hartenstein en haut, et en fait, les défenseurs vont devoir passer au-dessus parce que cette fois-là, c'est Jay Mitchell, c'est Shea ou c'est J-Dub qui vont récupérer la balle. Donc forcément, tu dois monter plus haut, sinon tu les laisses trop facilement driver. En fait, c'est au-delà de créer pour eux-mêmes, ils créent énormément pour tout le reste autour d'eux et qui a besoin pour se mettre en confiance. Donc pareil, ça peut être bien si Joe retrouve ses spots avec Shea les flare screen, je suis à 3 points ouverts parce que les mecs qui sont allés doubler sur Shea, ils ont trop peur. Pareil pour Lou Dort qui va retrouver ses tirs, même si d'ailleurs c'est un peu moins pire à 3 points ces derniers temps. S'il peut retrouver ses tirs dans le corner un peu ouvert et qu'il en rentre 2-3, c'est pas mal. Et un joueur qu'on a à peine mentionné, Chet, qui en fait c'est pas un joueur, on l'a vu, on lui a demandé beaucoup, moi le premier, on voulait qu'il tire plus que ça parce qu'il manquait beaucoup de joueurs, parce qu'il y avait des points à rentrer en l'absence des 30 points de Shea, des 15 points de Jay Mitchell, mais c'est pas un joueur comme ça, Chet, c'est pas un joueur qui va pouvoir dribbler, créer pour lui-même, se créer ses propres tirs. Donc le retour de ces 3 joueurs-là peut aussi lui faire énormément de bien pour retrouver ses spots, pour retrouver son petit 3 points là, à 45 degrés sur la première action du match, qu'on n'a plus vu depuis très longtemps, pour retrouver tous ces automatismes-là qui font qu'il a 20 points en gros, qu'il a allé 18 points, 10 rebonds de moyenne et ses 3 contre. En fait, il faut remettre tout le monde en confiance. Parce que c'est aussi ça. C'est une équipe jeune qui a besoin de confiance malgré le fait qu'elle ait été championne. Et on la voit beaucoup moins ces derniers temps, ces 2-3 derniers pas. Ouais. Puis Chet, tu as bien fait de le mentionner, il est ultra dépendant de la création des autres. Donc, on en avait parlé aussi, c'est un très bon baromètre et indicateur de la santé de ton attaque. Quand Chet est performant, qu'il est efficace un peu partout, qu'il met sa vingtaine de pions, globalement, c'est que ton attaque est bien côté à l'aise, parce qu'en plus, Chet va pas trop forcer le jeu à lui. Il va prendre des ISO de temps en temps, mais globalement, c'est un mec qui va laisser le jeu venir à lui, pour reprendre l'expression que disent les joueurs. Mais ouais, donc là, pour le coup, tu as forcément besoin de ça, pour le coup, et besoin de volume. De volume. Notamment quand tu parlais de Shea, le match contre les Raptors, c'est un très bon indicateur de ça, c'est que Shea, tu lui mets ne serait-ce que AJ Mitchell ou J-Dub avec lui, OKC gagne le match. OKC, il perd de 2 points, mais on a vu que tout le match, Shea, il a été trappé. Il y avait tout le temps Agbaji et un autre gars, d'ailleurs pas mal Scotty Barnes qui était excellent là-dedans, mais qui allait sur Shea et qui l'empêchait de jouer. Shea a failli casser sa série de matchs à 20 points, attention. On n'était pas si loin de la catastrophe. Mais au-delà de ça, il a été isolé en fait du jeu offensif le plus possible, et on a vu que tu n'avais pas d'autres créateurs, donc tu es obligé d'avoir Mitchell et J-Dub, et sur ce match-là où tu perds de peu, t'en as un des deux, c'est gagné, parce que pour le coup, tout le plan défensif de Toronto était centré sur le fait d'exclure Shea et de dire à OKC, allez, shootez à 3 points, débrouillez-vous pour scorer de votre côté sans votre franchise player. Nous, on est OK pour vous laisser vos points, mais par contre, Shea, il touchera pas la balle, quoi. Est-ce qu'on passe maintenant au... Alors, moi, je voulais apporter aussi un autre point. Alors, c'est un peu lié aux rotations par la suite dont on va discuter, mais c'est aussi le potentiel changement de philosophie de jeu d'OKC. Alors, c'est un grand mot, parce qu'OKC va rester quand même une équipe, principalement une top défense. Ça, pour le coup, le succès passera par ça. On en parle depuis la création de l'histoire du projet de ce Thunder. C'est que quand le Thunder était bas de tableau, c'était quand même une bonne défense. Donc, ça doit rester une top défense. Sur le 24-1, on a parlé du fait qu'en attaque, il y avait des choses qui se débloquaient avec AJ Mitchell, etc. Mais par contre, avant tout, tu étais la meilleure défense de la ligue, et de très très loin. Tu mettais genre 4 ou 5 points de defensive rating au deuxième, c'était hallucinant. Donc forcément, ça va devoir dépendre de ça. Mais on a vu, peut-être un peu forcé par les blessures,
Quoique, on avait vu parfois des Cason Wallace se reléguer un peu plus au second plan pour laisser passer des Wiggins, par exemple, des mecs comme ça. On a vu que Mark Daigneault essayait de mettre des line-up parfois plus offensives. Parce que ton jeu offensif bloquait un peu plus, que tu étais potentiellement aussi en manque de créateurs. Donc peut-être qu'avec le retour des 3 créateurs dont on a parlé, en fait, ce que je dis n'arrivera jamais parce que Mark Daigneault va se dire on crée de l'attaque, maintenant on fout que des chiens fous défensifs et on maintient l'adversaire sous les 100 points. Mais on a vu des line-up, on a vu à un moment donné du Aaron Wiggins quand il était en forme prendre le 5 majeur et Cason Wallace qui n'était pas dans le 5. On a vu récemment, tu en as parlé à Maury tout à l'heure, mais Isaiah Joe qui était sur un bon stretch avant le All-Star Break. Isaiah Joe qui est comme ça, franchement, pourquoi pas lui donner des minutes parce que pour le coup, il débloque beaucoup de choses en attaque et même balle en main pour aller au cercle, etc., essayer de profiter d'un décalage. Je trouve qu'il a progressé là-dessus. Tu vois des profils plus offensifs qui sont tentés par Mark Daigneault. Peut-être que, et c'est un point que je vais surveiller, peut-être qu'OKC va aborder un peu différemment les prochains playoffs en essayant d'être moins prévisible offensivement et moins dépendant d'une défense complètement dingue, pour le coup. Parce que, et je pense que si nous on le dit, le staff d'OKC est totalement au courant, les adversaires ils vont s'adapter au Thunder, ils vont avoir des plans de jeu avant les séries. Là par exemple le seed 8, potentiellement OKC est premier, le seed 8, je ne sais pas qui c'est, mais c'est peut-être les Warriors. Ouais, c'est les Warriors, imaginons ils font 8e. Avant la série contre le Thunder, ils savent qu'ils affrontent OKC, ils vont avoir un plan de jeu en tête direct pour essayer d'exploiter les faiblesses du Thunder. Et en fait tout le monde va cibler entre guillemets le Thunder dans ses plans de jeu. On l'avait vu notamment suite au titre de Denver, par exemple, où Minnesota avait carrément construit une équipe pour les battre, et ils ont réussi. Donc pour le coup, là, les équipes vont essayer d'exploiter le plus de faiblesses possible d'OKC, et du coup, peut-être que, et c'est un truc qu'il faut voir si ça va être confirmé, peut-être que OKC va tenter d'être dangereux d'être dangereux de manière différente et de pas dépendre que de sa défense, mais de se dire, en fait, on peut mettre des line-up où on va foutre 3 ball handlers sur le terrain et on a AJ Mitchell en sortie de banc, imaginons, tu vois. Et Mark Daigneault sur un shot playoff, il va peut-être se dire, plutôt que mettre Lugensdort, il se dit ça marche pas, en fait, je vais pas mettre Cason Wallace, je vais mettre Aaron Wiggins dans le 5. Et je vais tenter un truc comme ça. C'est un truc que j'ai envie de voir dans les match-ups dont on a parlé, les grosses match-ups contre Denver par exemple, ou ces adversaires-là, ou même les gros adversaires de l'Est qu'OKC va affronter, parce qu'il y a encore pas mal de duels contre des belles équipes de l'Est. Voir si Mark Daigneault va tenter des choses comme ça, où tu vois l'effectif au complet, mais c'est pas le 5 majeur que tu attends, ou c'est pas les rotations que tu attends, et en fait, tu as des mecs qui jouent beaucoup plus que d'autres qui, comme Caruso, Kayson, auraient joué dans notre esprit 25-30 minutes. Là, ils en jouent 15 parce qu'en fait, tu as envie de mettre Isaiah Joe parce qu'il est en forme et que tu as envie de lui donner 25 minutes et de foutre le bordel dans la défense adverse. Donc c'est un point que je vais surveiller. Est-ce qu'OKC va pas sacrifier entre guillemets un peu de défense, même si c'est un grand mot, mais être moins ultra élite défensivement, mais seulement très très bon, pour améliorer ton jeu offensif et utiliser en fait la profondeur d'effectif que tu as à disposition pour être plus imprévisible sur ce côté-là. Ouais. Je veux bien voir le plan des Warriors pour exploiter nos faiblesses, mais Pas facile. Pas facile, pour le coup. Ils ont plus de Jonathan Kuminga pour défendre ouais. Shai. Ouais, je veux bien. Non, mais plus sérieusement, moi, je suis moins d'accord. Enfin, on en avait déjà parlé, j'étais déjà pas d'accord d'ailleurs. Mais en fait, le front office du Thunder va peut-être dans ton sens en ayant récupéré Jared McCain, un joueur qui est pas forcément un défenseur exceptionnel, mais qui est voilà, un joueur qui est capable de créer un peu, qui a du shooting. Enfin, c'est quand même un joueur plus à vocation offensive que défensive. En tout cas, je pense qu'il est assez petit. Donc ça va dans ton sens. Après, moi, je pense sincèrement que Daigneault, en ce moment, il met les joueurs qui sont les plus efficaces du moment. Aaron Wiggins, il joue très peu ces derniers temps parce qu'il est horrible, tout simplement. Donc, il joue très peu, il défend plus. Enfin, il a son même stretch que décembre de l'année dernière, où il a arrêté de défendre et il met plus rien en attaque. Il sait plus rien faire là en attaque, on ne sait pas pourquoi. Donc, il joue plus. Alors que Isaiah Joe, forcément, quand il met tout et que personne ne met rien à côté, il va avoir plus tendance à jouer. Et puis aussi, je trouve que, en fait, les joueurs à vocation offensive de notre effectif ont quand même progressé défensivement, je trouve. Genre Isaiah Joe, il est vraiment plus fort que l'année dernière défensivement. Enfin, il est moins nul. C'est moins un problème, en tout cas, qu'il avait pu l'être l'année dernière ou qu'il pouvait l'être en tout début de carrière, notamment où il était incapable de défendre une match-up à plus de 6-6, quoi. Un mec qui fait la taille de Shai, il pouvait pas le défendre. Quand maintenant, moi, je le trouve moins gênant. Je trouve qu'il se débrouille un peu, il se bat dans les écrans, etc. C'est vraiment pas un défenseur horrible. Isaiah Joe, Aaron Wiggins, il n'a pas progressé, mais quand il a envie de jouer au basket, c'est pas un défenseur horrible. Aaron Wiggins, c'est quand même un bon défenseur. Il a un peu de taille, etc. Et de l'autre côté, les défenseurs dont tu parles, ils sont encore plus horribles qu'avant offensivement. Luguensdort, offensivement, il y a zéro, il y a rien du tout. Quoique, il a mis 2-3 drives sur les 3-4 derniers matchs. Là, je sais pas pourquoi il mettait tous ses drives.
alors que d'habitude, ça part en brique. Cason Wallace, bah, quand il y avait Shea, c'était vraiment horrible. Il mettait pas un tir jusqu'au match contre Denver. C'était vraiment absolument horrible. Donc, je sais pas si, oui, c'est peut-être une philosophie, mais moi, je trouve que c'est simplement des joueurs qui, ceux qui sont à vocation défensive sont encore plus nuls offensivement, quand ceux qui sont à vocation offensive sont moins nuls défensivement, justement, et sont moins exploitables qu'ils pouvaient l'être auparavant. Ouais, moi c'est pareil, j'ai un peu du mal à croire peut-être un équilibre des balances attaque-défense parce que finalement, quand on regarde les 2 dernières campagnes de playoffs, notre adresse à 3 points a été catastrophique à chaque fois. Et bon, sauf un miracle là, ça peut être pareil. Donc, est-ce que des joueurs comme, c'est sûr, Isaiah Joe, là, sur les derniers matchs, il est en feu. Même Lou Dort, hein, franchement, mea culpa parce que le début de saison est vraiment affreux. Et là, depuis quand même un gros stretch de match, au moins, il remet ses 3 points. Je crois qu'il est même à plus de 40% sur les 15 derniers matchs, donc c'est quand même de nouveau sérieux. Après, on va chercher McCain, qui, pareil, peut apporter du shoot et pourquoi pas un peu de création. Mais en fait, est-ce que de nouveau tout ça va pas un peu s'effondrer en playoff? Et est-ce qu'au final, on va un peu être obligé de s'adapter en fonction des match-ups, au final, comme l'année dernière, où on a un peu Jalen, Joe, sur certains matchs, on va essayer de le tester, mais on va essayer de le sortir rapidement si ça marche pas. Le problème, c'est que aussi, voilà, des joueurs comme Joe ou McCain, s'ils sont utilisés en playoff, ils vont être ciblés en fait par défaut. Donc à voir en fait comment sur ces derniers matchs, est-ce qu'on va garder cette dynamique et bien sûr, premier tour de playoff, ça va être important de suivre ça. Je suis d'accord qu'ils seront ciblés, mais je sais pas si je préfère qu'on cible Joe défensivement ou Dort offensivement. En fait, on aura le même problème de l'autre côté avec un Dort qui sera laissé ouvert à 3 points. Avec un niveau défensif, le niveau défensif récent d'Isaiah Joe. Honnêtement, aujourd'hui, si Dort met pas de 3, je préfère qu'on me cible Isaiah Joe défensivement, qu'il se batte avec ses armes et que même nous, on se batte avec nos armes. Mais qu'en attaque, Shea ait plus d'espace pour jouer, enfin, nos créateurs en général aient plus d'espace pour jouer, que l'inverse, que offensivement, on soit complètement bloqué, qu'on attaque en 4 contre 5 et que défensivement, ok, on soit loaded, mais de toute façon, on va jouer des joueurs tellement forts qui seront capables de marquer sur nos défenses. De toute façon, le meilleur scénar, c'est tes joueurs défensifs remplissent leur tir, quoi. Genre, Oui. Cason Wallace, le match contre Denver, il fait ça tout le temps, quoi. Ouais. Et là, Cason, c'est 40 minutes. Hein. Tu sors plus du terrain, parce que là, franchement, c'est impeccable. Mais oui, mais après, c'est surtout que à voir si t'as pas envie. Genre, tu vois, le Wiggins qui était dans le 5 majeur, vous l'avez dit, il était viable défensivement. Donc en fait, t'as un mec qui est pas élite défensivement, mais qui est viable. Donc il va pas déséquilibrer forcément trop ta défense. Tu vas être moins bon défensivement que si tu mettais, je sais pas, un Caruso, par exemple, dans ta défense. Par contre, Caruso, si on joue les Spurs en playoff, on sait que Wembanyama, ils vont le mettre sur lui et il va défendre les mains dans le dos et vas-y, prends tes 3 points, mon pote. Et s'il nous fait la même chose que le 2 sur 12 de la dernière fois, ça peut être compliqué. Donc ouais, je me dis, moi, que un mec capable offensivement, tant qu'il est, qui est plus capable offensivement que les défenseurs qu'on a dans l'équipe, et qui va pas trop faire descendre ton niveau défensif ou au moins pas trop être ciblé, je me dis pourquoi pas. Et c'est peut-être cet angle-là qu'essaie de développer OKC, entre guillemets, même si effectivement, on peut très bien, et c'est peut-être le plus probable, se retrouver en playoff avec en fait la rotation de l'an dernier plus CJ Mitchell, parce que Isaiah Joe, tu le fous sur le terrain, il rate ses 2 premiers 3 points et il est ciblé sur 5 minutes de temps de jeu, il est ciblé sur 12 possessions défensivement. Ouais, ça peut être compliqué, tu peux te manger un run assez vite. Donc ouais, mais c'est un aspect, je trouve, qui est intéressant à développer, et comme vous l'avez dit, c'est aussi lié au fait que tu as recruté Jared McCain, par exemple, qui est plus un profil offensif, où tu te dis, ouais, peut-être que le Thunder essaye de développer une manière différente ou au moins des choses qui peuvent permettre de débloquer des matchs offensivement et pas que défensivement. On a vu des matchs de playoff l'an dernier où, en fait, tu vois, le match 4 contre Denver, on le gagne au final, mais c'est jamais grâce à notre attaque. C'est heureusement qu'on défendait bien et que les mecs remettaient rien, parce que nous, en attaque, on n'avait pas de solution, c'était terminé. Hein. Donc là, tu essaies de développer des trucs où tu te dis, si on bloque offensivement, peut-être qu'on va, au lieu d'essayer de tout miser sur la défense et de dire on va faire un match barricade, le mur de Berlin, machin, on pue un panier et on essaie de jouer à ça, d'essayer d'avoir un mec qui te crée de l'attaque et de te dire, en fait, on va essayer de foutre un petit 8-0 pour faire la différence dans ce genre de match qui sont bloqués avec un mec qui est juste talentueux offensivement. Tu vois. Donc ouais, c'est un point à surveiller. Si Isaiah Joe rentre pas ses tirs, il jouera pas. Ça on est au courant. Ça, c'est sûr. Et en vrai, ce gars-là, ça peut être AJ Mitchell. Ça peut être aussi ça l'apport, la différence par rapport à l'année dernière, même si il sera dans la rotation de fin.
J'espère que les blessures lui permettront d'être dans la rotation de playoff. Mais ça peut être ce gars-là aussi qui peut débloquer un peu des situations en dehors de Shea et de J-Dub après Game 7, enfin oui, début du Game 7 à Denver, où après c'est devenu un monstre et on a eu beaucoup moins de problèmes offensifs finalement dans la série contre Minnesota. À part le Game 3, on joue même un Game 4 où c'est un match ultra offensif parce que justement tout le monde met ses tirs, J-Dub est là, il est présent, il met sa trentaine de points, etc. Et Jay Mitchell, ça peut être ce gars-là qui débloque des situations comme au Game 4 contre Denver, match qu'on gagne d'ailleurs, et le Game 4 contre Indiana aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le match où on est à 3 on met 3 points, je crois. Je sais pas si on met 3 points ou si il y a 3 points avant celui de chez en fin de match là. Mais en tout cas, où on met rien à 3 points et où Caruso d'ailleurs, qui est le pire shooter à 3 points dans le corner de NBA, est absolument horrible de loin. Euh, mais, euh, mais en fait, il va falloir trouver ce juste milieu entre, bah oui, de toute façon, ta défense elle sera élite, mais comment ne pas trop tomber dans le côté défensif et laisser, bah, par exemple, Jaren McCain s'exprimer, peut-être en playoff sur 3-4 minutes, je sais pas. De toute façon, on va parler de la rotation là. Donc, peut-être un Jaren McCain qui peut s'exprimer ou même laisser Isaiah Joe faire des matchs à Isaiah Joe où il joue 20-25 minutes parce qu'il est à 4 sur 10 à 3 points et il débloque complètement une situation, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et pour aller dans la lignée de ce qu'on a dit, notamment des rotations, je sais que lui, tu voulais parler du fait que les role-players devaient retrouver un peu leur niveau et être plus fiables que ce qu'on voit pour l'instant. C'est ça, parce qu'en termes de fiabilité et même de constance, au final, c'est un peu. On a un très bon banc. OKC a un banc très profond, mais c'est un peu un jour avec ou un jour sans, et on attend un peu, en fonction des matchs, qui va sortir sa quinzaine de points. Donc, heureusement, on peut voir du côté que il y a toujours un joueur qui peut apporter du scoring et du shoot. Mais si sur des matchs où le banc est en difficulté, ça repose après beaucoup sur 5 majeurs. Donc moi, il y a 2 joueurs que je vais beaucoup surveiller là sur ces 26 derniers matchs. Kayson, parce que on l'a dit, c'est compliqué en attaque du fait que dès qu'il pose un dribble, même s'il y a du progrès, de toute façon, le problème c'est qu'il peut pas non plus s'améliorer. Enfin, on lui donne pas assez l'espace pour s'améliorer, donc ça va être beaucoup sur du shoot. C'est pas un shooter élite, hein, c'est un shooter moyen. Il est à 35%, même la saison dernière, c'était pas non plus, c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc, il y a cet aspect-là, mais aussi en termes d'efficacité au niveau du cercle et notamment sur le drive. Il y a un autre joueur aussi, Wiggins, que je parlerai plus tard, mais essayer d'être un peu plus efficace sur les drives, sur les cuts. C'est là en plus où il a de la valeur ajoutée parce que c'est un bon joueur au ball, je trouve. Et du coup, dans un deuxième temps, Aaron Wiggins, on a vu une grosse méforme là. Le peu d'ISO qu'il joue, il n'est pas très efficace. De toute façon, Wiggins, cette saison, c'est devenu un scoreur un peu moins efficace que la moyenne, là où l'année dernière, notamment grâce à partir du mois de février, il était en feu, quoi. Donc, ouais, c'est pareil sur Drive. En plus, il perd en efficacité. Donc, c'est pas des indicateurs qui sont très positifs. Donc, on va devoir compter sur ces joueurs-là. Et ça va être intéressant du coup de suivre leur performance. Et en plus, je rajouterai aussi sur Wiggins que, en plus de ça, en termes de lancer franc, donc, il y a un peu moins de fautes et en plus son pourcentage au lancer a quand même pas mal diminué, je crois. Je crois qu'il met que 73% de ses lancers. L'année dernière, il en mettait plus 80. Donc, c'est des choses bêtes, mais qui peuvent s'améliorer parce que c'est pas un mauvais shooter, hein, c'est un shooter très correct. Donc ouais, je vais bien surveiller ces deux joueurs-là dans l'effectif. Ouais, c'est deux joueurs qui vont jouer leur place en playoff là sur la fin de saison. Si Wiggins il continue d'envoyer son cousin sur le terrain jusqu'à la fin de saison, ça va être compliqué pour lui d'avoir des minutes en playoff. Alors que il était super bon en décembre. Enfin, il apportait énormément. C'est lui qui débloquait pas mal de situations. Et de l'autre côté, Kayson, s'il fait ce qu'il a fait contre Denver, bizarrement en fait, un joueur comme Kayson shoot comme ça contre Denver, on gagne facilement, enfin facilement. On met 15-20 points à Denver alors qu'on a des joueurs absents. On le dit tout le temps, mais en fait c'est vrai, dès que Lou Dort ou Kayson mettent leur tir, on gagne le match. En fait, c'est automatique. Donc ils ont quand même largement les clés en main pour pouvoir faire mieux sur cette fin de saison et pouvoir
Bah, ouais, exactement, trouver de la régularité. Je pense que c'est le terme, on aimerait bien avec ces joueurs-là, même si bon, c'est quasiment impossible et j'y crois pas, savoir ce qu'on aura, chaque soir ou au moins savoir, le plancher qu'on aura, ce qui est pas forcément le cas avec des joueurs comme Kayson. Mais moi, j'aimerais bien un peu élargir le débat, quelle sera la rotation de play-off un peu pour vous? Qui est-ce que vous pensez qui vont jouer en play-off? Est-ce que en gros, c'est, les mêmes que l'année dernière plus AJ Mitchell? Ou est-ce que, des gens ont leur place à perdre? J'en sais rien moi, Lou Dort qui sort d'un 5 majeur parce que Marc Daigneault l'a dit, il y a personne n'est à l'abri, on est jugé sur les performances qu'on produit chaque soir et est-ce que des joueurs comme Lou Dort peuvent sortir de la rotation? En plus, en vue d'un trade, pour l'été, on va en voir parler de salaire plus tard, dans la saison. Est-ce que, c'est des joueurs comme, McCain peuvent se révéler, peuvent, gratter des minutes de play-off? Est-ce que Kenrich Williams pourrait avoir des minutes en play-off? Enfin, qu'est-ce que vous, vous voyez comme rotation de play-off? Vas-y, Louis. Ouais, après en rotation, bon, le 5 majeur, je pense qu'il n'y a pas trop à se faire d'idées sur en tout cas le premier match. Le problème, c'est que je pense qu'il y a pas mal de joueurs type Kenrich et Jalen qui en fait vont dépendre des match-ups. Je pense que Jalen en soi n'a pas sa place dans la rotation, mais est-ce que si on va affronter Denver encore une fois, je pense que Daniel va essayer de le refaire jouer, de le remettre, parce qu'il avait fait quand même de bonnes minutes pendant la série. Et oui, bien sûr, on intègre AJ Mitchell dans la rotation. Donc je pense que ça va quand même pas mal dépendre de l'état de forme en fait, des joueurs qui vont arriver à l'aube des playoffs, quoi. Pour moi, tu en as 4 sur 5 dans le 5 majeur intouchables. C'est Shea, J-Dub, Chet Hartenstein, c'est sûr. Premier match de playoff, Dort sera titulaire. J'exclus pas une adaptation en cours de playoff si jamais ça se passe vraiment pas bien et que, genre, par exemple, Kesson, il fait les playoffs de sa vie. Tu vois. Bon, là, tu te dis, on peut mettre Kesson Wallace. Mais après, le plus probable, c'est le 5 dont on a parlé, Kesson, Caruso et Jay Mitchell. Et après, je pense que Wiggins, il vient se greffer en 9e homme et tu as des joueurs contextuels, on va dire, Isaiah Joe, Kenrich, Jalen. À voir Jared McCain, il vient d'arriver, c'est un peu tôt pour se prononcer là-dessus. Ouais. Mais ouais, tu vois, tu as un peu ce côté-là. Maintenant, pour moi, il y a peu de joueurs qui sont vraiment verrouillés. Ils vont avoir leur vingtaine de minutes en playoff. Tu vois. Limite, les 4 que je t'ai dit dans le 5 hors Dort, et franchement, limite, pour moi, c'est Kayson et Jay Mitchell. Pour moi, c'est sûr, ils vont jouer. Caruso, si, Caruso quand même. Si, les 8 premiers, non, normalement, ça devrait jouer. Mais faut voir si tu as besoin d'un 9e homme ou pas, parce qu'un Wiggins, par exemple, peut très bien se faire sauter par soit Jalen sur une match-up, par exemple Denver, comme tu l'as dit, Louis, contre Denver, c'est très bien d'avoir Jalen Williams. Si en plus il met des 3 points, écoute, c'est super. Bon, c'est pas trop le cas cette année. Mais s'il peut mettre ses tirs, c'est génial. Mais tu vois, tu peux avoir des match-up où, par exemple, Isaiah Joe, en fait, défensivement, c'est moins négatif que ce qu'on pensait. Et notre attaque, elle a ultra besoin de lui. Et le mec, il tourne sur la campagne de playoff à 44% à 3 points. Et il prend du volume. Tu te dis, franchement, ça espace le terrain et tout. Isaiah Joe, pourquoi pas. Donc, moi, il n'y a rien de figé. Il y a le 5 majeur, Kayson, Caruso et Jay Mitchell, plus Wiggins 9e homme. Pour moi, ça, c'est la rotation la plus logique. Mais ça peut évoluer selon la dynamique et l'état de forme des 2 prochains mois. Donc, il y a vraiment un œil à garder sur les matchs de régulière qui restent, parce que ça peut vraiment avoir une incidence sur la rotation de playoff, je trouve. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, il y a plein de joueurs qui vont jouer leur place maintenant sur les 20-25 derniers matchs qui restent. Mais moi je mets Isaiah Joe un peu plus haut que vous. Je me mets à la hauteur d'Aaron Wiggins. Moi, je pense que c'est eux deux qui vont se battre pour ce 9e spot en playoff. Et je suis pas sûr que Kayson ait 20 minutes de garantie. Moi, je pense que Caruso est devant Kayson dans la tête de Denio. C'est sûr qu'il va sortir du banc. Je suis d'accord. Pour moi, Kayson peut passer dans le 5 majeur s'il est vraiment bon, s'il rentre ses tirs, etc. devant un Lou Dort. Je veux pas Caruso le faire, mais je pense que Caruso a vraiment 20 minutes safe s'il est sur 2 jambes et en bonne forme. C'est un joueur dont Denio ne peut pas se passer et se passe quasiment jamais dans les moments importants. Et on voit, moi je trouve que Caruso, il a quand même une capacité à élever son niveau de jeu dans les moments importants, dans les gros matchs. À part contre les Spurs, ils lui ont envoyé 9 briques avant d'en mettre une. Mais globalement, défensivement, son playmaking défensif, il est trop important.
Mais ouais, et sinon, Isaiah Joe, honnêtement, s'il met ses tirs, il me semble il est quasiment à 48% sur les 50 derniers tirs qu'il a pris. Il doit être à quelque chose comme 22 sur 50, ou j'ai pas la stat exacte, mais il est vraiment très chaud ces derniers temps. Et s'il arrive à maintenir ce rythme, j'y crois pas. 47, 45, 47%, c'est beaucoup. Mais s'il rentre 40% de ses tirs et qu'il arrive à défendre, donc on peut un peu le cacher parce que bah, il restera des Shea, des J-Dub, des Lou Dort à côté de lui. Je pense qu'il peut avoir ses minutes à la place d'Aaron Wiggins ou même à la place d'un Jalen Williams ou des séries où il n'est pas forcément utile, ou d'un Kenrich. Et je pense aussi que la rotation au premier tour, la spéciale d'Enio, Kenrich il jouera au premier tour. Il jouera 10 minutes au premier tour parce qu'il il aime trop faire ça. Et on l'oublie d'ailleurs, mais l'année dernière, AJ Mitchell, il joue des premiers cartons de finale NBA contre Indiana. Je crois que le game 1, il rentre dans le premier carton, par exemple. C'est que les rotations, elles sont vraiment très larges en début de match pour Denio. Et c'est en fin de série, souvent, où il aime bien, voilà, là, il commence à stresser, à trembler un peu. Hop, on met 8-9 joueurs. Chez, tu joues 40 minutes, tu sors 2 minutes dans le premier, 2 minutes dans le troisième, et on n'en parle plus, quoi. De toute façon, c'est toujours ça. Hein. Tu utilises la profondeur d'effectif et quand tu es en match 7, tu mets 7 joueurs. Et après, si les autres rentrent, c'est que c'est garbage time. Quoi. Mais pour moi, il y a un monde par contre où Dort, c'est celui qui a le moins de temps de jeu sur une série, par exemple, entre lui, Kayson et Caruso. Même si j'ai du mal à le voir sortir du 5 parce que je vois pas trop comment tu l'utilises en sortie de banc, Lugensdort. Mais il y a des séries, je pense, où Dort, il peut jouer 20 minutes. Et par contre, Kayson, Caruso, ils en jouent 25 chacun. Voire plus. Et tu te dis, bah ouais, en fait, Lugensdort, ok, il est dans le 5 parce que tu peux pas trop l'utiliser en sortie de banc, mais par contre, en fait, en deuxième mi-temps, tu le vois 5 minutes. Quoi. Carrément. Ouais, bah, c'est le joueur le moins régulier de tous, quoi. Même Kayson, au-delà de ça, il a quand même il a plongé le match à Denver. Il est capable de te mettre quelques tirs de temps en temps. Dehors, c'est vraiment compliqué ces derniers temps. Et on voit vraiment plus grand-chose en attaque. Même si finalement, son attaque, elle se diversifie plus. C'est pas ce qu'on lui demande. Il fera jamais en playoff, il va jamais driver. Ses mid-range, là, ils rentrent tous en ce moment. Mais en playoff, il va en mettre un aller sur une série. Mais c'est pas suffisant et c'est pas le rôle qu'on va lui demander d'avoir sur les prochains playoffs, en fait. Et Dort, faut pas sous-estimer un truc qui n'est pas du tout analytique, ce qui est vraiment du ressenti de fan. Quand Lugensdort, il commence à mettre 2-3 tirs à 3 points, t'as l'impression que t'es imbattable. Vraiment, je sais pas pour vous, mais Dort qui commence à rentrer ses tirs, je me dis, bah allez, c'est gagné, c'est bon. Mais surtout parce que ses tirs, tout est possible. Dort, il en met 10 d'affilée, quoi. En fait, il en met 10 d'affilée, puis après, il en rate 180 d'affilée après, mais tu es quand même le stretch là où tu es content, quoi. Ouais, puis il y a aussi ce souvenir des gros tirs qui met, en fait, notamment face aux Pacers ou des trucs comme ça. Enfin, t'as l'impression que ça sort de nulle part, des miracles. Il te met des 3 points du quasiment moitié de terrain, tu te dis, c'est fou, quoi. Genre. Donc, ouais, en fait, je pense que Lou Dort va jouer en fonction de son adresse, de sa capacité à espacer le terrain, quoi. Mais à voir. T'es moins dépendant de sa défense en plus. Enfin, après, il peut très bien faire une campagne de playoff où en fait il défend le meilleur attaquant adverse et il tourne à 40% sur la campagne de playoff. Bah, il va jouer 35 minutes, hein, Dort, s'il fait ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais t'as moins ce sentiment-là. Mais surtout le fait que. Moi, il y a toujours l'effet de surprise quand Dort rentre ses tirs. Parce qu'en fait, que ce soit un bon ou un mauvais tir, il prend tout le temps le même tir. C'est la même forme, même prise d'appui. Il en a rien à cirer qu'un adversaire en face ou pas. En fait, c'est lui son plus gros adversaire, j'ai l'impression. Et quand il met ses tirs. En fait, t'as un défenseur adverse, tu peux pas faire grand-chose pour empêcher Dort de shooter parce qu'il te fait une cloche tellement haute, il est tellement pas affecté par le défenseur adverse que il est curieux comme shooter, Lugensdort pour le coup. Ouais, mais ouais, après avoir qui aura les minutes entre Caruso, Keiso. Bah, en fait, le genre le plus impactant dans une série, je trouve que c'est Caruso quand même, et c'est pour ça que je le vois pas avoir moins de minutes qu'un Kayson par exemple. À part si Kayson est vraiment formé, je veux dire, ça dépendra plus de Lou Dort et de Kayson que de Caruso en soi, qui, bon, s'il met ses 3 points, c'est vraiment un gros plus, mais dans tous les cas, tu sais ce qu'il t'apportera défensivement et l'activité, le playmaking défensif qu'il aura en fait. Caruso, il peut même avoir moins de minutes, mais être plus impactant. Tu vois. Il peut jouer que 25 Ouais, minutes, exactement. entre guillemets, mais par contre, les 25 minutes où il est là, il y en a 10 dans le quatrième quart. Le mec, il t'a mis 8 points, 3 interceptions et un contre. Et il a tout cassé, il a plus 14 de plus minus et t'as gagné. Quoi. Donc ouais, il y a assez peu de doute quand même que Caruso soit dans la rotation. Normalement, de toute façon, il prépare sa saison pour jouer les playoffs, Caruso. Donc bon, normalement, on devrait le voir. Quoi. Exactement.
Et ben après avoir parlé des rotations, alors moi je sais pas si vous avez des points par la suite, moi j'avais un dernier petit point qui est vraiment un petit point de fanboy et de plaisir personnel. Moi, c'est l'intégration des nouveaux. J'ai envie quand même de surveiller ça. Ça n'a aucun rapport avec les playoffs parce que pour moi, Jared McCain et Nikola Topic, ils joueront pas en playoffs. Mais j'ai envie de voir comment ça se développe. Topic, déjà, je suis très content qu'il soit là. Je m'y attendais pas. Donc, quand il y a eu la petite news là, qui était sortie, ah bah Topic, il est plus dans l'injury report. Tu te dis, bah bon, d'accord. Il rentre, les fans qui le célèbrent et tout. Le mec, il fait une passe des directs. En plus, c'est génial. Et puis même McCain, les fans étaient très contents. Les fans, quand il y a un nouveau joueur, ils sont très contents. De toute façon, je pense qu'ils sont très faciles à satisfaire là-dessus. Jared McCain, pareil, il rentre, les mecs sont comme des oufs. Le mec, il met à mi-distance, t'as l'impression que t'as gagné les finales NBA, c'est génial. Mais ouais, non, j'ai hâte de les voir. Topic pour voir un peu à quoi ça ressemble et voir comment on pourrait le projeter pour l'an prochain. Et parce que je pense pas que cette année il soit enfin, je pense pas qu'il sera impactant cette année. Jared McCain, par contre, je peux m'imaginer des matchs où on en a déjà eu d'ailleurs sur le peu de matchs qu'il a joué, où vraiment tu as des séquences de plusieurs minutes où il est vraiment impactant et où il te met 2-3 paniers de suite et tu te dis ouais, ok, Jared McCain, il y a vraiment un truc, il apporte vraiment quelque chose. Alors, c'est aussi lié au blessé et je pense que quand tout le monde sera là, il aura pas forcément de minutes ou très peu. Mais j'ai hâte de voir comment il va être utilisé. C'est plus de la projection pour l'an prochain, mais je me dis que c'est deux apports intéressants pour le moyen long terme. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne et sur des matchs même où il peut y avoir un peu moins d'enjeux, voir comment ils peuvent exploiter, surtout que c'est des mecs qui auront la balle. Donc normalement, ils auront l'occasion de s'exprimer quand ils seront sur le terrain. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça ne concerne pas les playoffs. McCain, pourquoi pas 4-5 minutes, mais j'y crois pas trop et il n'a pas montré sur les peu de matchs qu'il a eu pour l'instant le contraire. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Maintenant, on vient de parler de réintégrer les blessés. Si on va devoir en plus réintégrer les nouveaux, ça va peut-être faire beaucoup. À voir si par contre, est-ce que ces nouveaux-là peuvent pas avoir un peu une importance à jouer dans cette course au first seed quand il nous manque 3-4 joueurs parce que c'est un back-to-back et qu'on est en deuxième soir. Est-ce qu'on peut pas avoir 10-15 points de McCain? Est-ce qu'on peut pas avoir 5 passes décisives de Topic? Un peu de shooting peut-être, dont pas Topic, je le vois travailler, j'aime pas sa gestuelle, mais pour l'instant, il n'a jamais joué en NBA, donc j'ai pas envie d'être définitif sur son tir. Mais s'il est capable de rentrer 2-3 tirs, de prendre la balle parce que AJ Mitchell et J-Dub sont absents ce soir-là, donc c'est lui qui gère la second unit, bah, ça peut être intéressant. Et puis en plus, ça peut leur permettre de s'intégrer plus rapidement dans des conditions où il y aura une certaine pression. C'est toujours mieux tu progresses toujours plus vite quand tu es en fin de saison, tu joues une équipe importante, un match important, que le premier match de la saison, là où il y a beaucoup moins d'intensité et où tu apprends moins, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est plus de la projection sur l'année prochaine, mais je pense que c'est deux profils intéressants qui font partie de la profondeur de l'effectif du Thunder. Donc ça va être intéressant de les avoir sur ces derniers matchs. Après, oui, en playoff, j'ai du mal à avoir des minutes pour eux. Et même, je pense qu'ils vont aussi faire les frais sur les grosses match-up, Denver et tout ça. Je pense pas, à part bien sûr scénario où il y a un gros écart, je les vois pas forcément jouer beaucoup de minutes. Un match contre les Wizards, par exemple. Tu vois. Mais, Mm. sinon, bon. Est-ce que vous aviez d'autres points à aborder ou c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de choses à regarder quand même. Ouais, il y a pas mal de choses. Tout est bon, Amaury? Rien d'autre non plus? Ouais, non, on a abordé tous les points. Je trouve qu'on a un peu fait le tour. On en a dit pas mal de choses. Maintenant, à eux de répondre à nos questions et de au moins aussi conserver sur leur site, quoi. Tout à fait. On vise le first seed, le titre, tout. Ouais, tout je pense que Toujours. ça donne une petite excitation aussi, parce que je trouve que quand même, moi personnellement, en tant que fan du Thunder, quand il y a une saison comme ça en dents de scie, l'intérêt, il s'est un peu vite perdu au début. Et là, le fait que finalement, on va avoir des belles affiches, et en plus, on arrive au playoff, donc on a encore des enjeux, etc. Là, très clairement, ça va être super intéressant de suivre cette équipe. Tout à fait. Tout à fait. Mais vous, d'ailleurs, les gens qui nous écoutez ou qui nous regardez, n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres points sur lesquels vous allez axer apporter votre attention, peut-être Kenrich Williams en Bollenler, par exemple, dont on n'a pas parlé parce que ça n'arrivera pas. Mais voilà, si vous avez des points spécifiques, n'hésitez pas à en parler. Merci à vous, les gars, pour ce podcast. Bravo à toi, Louis, pour ta première. C'était Merci. impeccable. Des applaudissements aussi en commentaire et merci à vous de nous avoir écoutés.
On se retrouve prochainement parce qu'évidemment, on parle de nos attentes, mais on va parler peut-être après des matchs, des potentiels match-up en playoff. Voilà, il y a peut-être des tier lists qui vont arriver, des choses comme ça. Voilà, donc on se retrouve bientôt. Profitez bien de la NBA. Rendez-vous samedi 2h, le match contre les Nets. C'est la reprise pour OKC. Je crois que la NBA reprend un jour avant, normalement, mais C'est ça. pour OKC, c'est à ce moment-là. Et puis de toute façon, il y a des affiches sympatoches. Donc les Nets, c'est OK, mais après, il y a Cavaliers, Raptors, Pistons, Nuggets. Donc on va se régaler. Voilà. Donc, merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée et profitez du basket et des matchs que vous allez voir. Salut! Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.